Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va apporter un sujet assez difficile, mais je pense que vous l'avez déjà vu un petit peu dans le titre. On va parler de l'évolution de la figure du criminel à travers les années. Plus précisément, on va se baser sur le tueur parce que c'est quand même le criminel le plus violent et donc forcément on peut un peu mieux voir l'évolution, mais c'est un petit peu le criminel en général. Juste, voilà, on va un petit peu plus axer ça sur le tueur, mais ce que je vais dire fonctionne pour tout type de crime. Yeah, I think we do have his description. Can we take that? Let's take his description. You remember what you did with your family 20 years ago? Sure. Do you regret anything? No. Et je vais vous expliquer que c'est deux actualités qui m'ont donné envie de faire ce sujet et qui m'ont en fait fait penser à ce sujet. Le premier, c'est tout simplement que vient de sortir la saison 2 de Monster, donc la série d'anthologie de Ryan Murphy. Pour ceux qui n'ont pas tilté, la saison 1, c'était la série sur Jeffrey Dahmer. C'était pas juste une série sur Jeffrey Dahmer, c'est une série complète, dans le même délire que American Horror Story, où tout simplement, chaque saison va traiter d'un tueur différent, là, pour le coup. Donc, cette saison 2, c'est sur Lyle et Eric Menendez. Et la deuxième actualité, c'est la moins joyeuse. C'est l'affaire Pellico, dont on entend actuellement énormément parler en France, puisque ça se déroule en ce moment, qui est donc l'affaire de cette femme qui était droguée par son mari pour qu'elle se fasse V par des hommes pendant qu'elle était inconsciente et que monsieur pouvait filmer. Et donc, pourquoi je pense à ces deux affaires qui sont quand même assez différentes? En fait, dans les deux cas, on va dire, ils ont pas la tête de l'emploi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si on les regarde tous, ils ont pas une tête de monstre, vous voyez. Et dans la série de Eric et Lyle Menendez, et si on regarde à quoi ils ressemblent en vrai, c'est pareil, ils ont pas des têtes de tueurs, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que dans la fiction, il y a une évolution aussi de la figure du criminel, de la figure du tueur? Parce qu'il y a plein de films auxquels on pense où le tueur, c'est marqué sur sa face, hein, clairement, vous lancez le film, vous savez qui c'est le méchant. Et il y en a d'autres où c'est un peu plus confus, donc je me suis demandé est-ce qu'il y avait une évolution, et c'est ce qu'on va voir. Pour commencer, on va s'intéresser aux tueurs des années 70-80 qui étaient généralement représentés soit masqués, soit défigurés. C'est-à-dire que là, pour le coup, on pouvait dire qu'ils avaient la gueule de l'emploi. Généralement, ils étaient plutôt anonymes s'ils portaient des masques, ou en tout cas, ils étaient différents, c'est-à-dire que on avait vraiment cette sensation qu'il y avait eux, les monstres, les criminels, les tueurs, et nous, ok? Nous, on ne peut pas être comme eux. Les gens normaux, on ne peut pas être comme eux. Ça crée vraiment une distance entre les criminels et les non-criminels. Et s'il n'y avait pas marqué sur votre gueule que vous étiez un criminel, vous pouviez pas en être un, c'est pas normal, ça se serait vu en fait. En gros, le mal, il n'a pas de visage humain, si vous voulez. Il y a les humains et il y a les monstres. On ne joue pas dans la même catégorie. Je vais vous montrer ça avec plusieurs exemples très connus. Bon, premier plutôt évident, Michael Myers dans la série de films Halloween. Je pense que là, on peut pas faire mieux, c'est-à-dire que le mec, il a un masque blanc et il a du coup aucune expression. Alors il y a juste dans un film où malheureusement, voilà, on voit que c'est un enfant, tout ça, c'est très dommage parce que il avait vraiment cette incarnation du mal, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'émotion, il est juste là pour tuer en fait, c'est tout. Il vient et il tue des gens, pas d'expression, il est très particulier du coup et
On sait pas vraiment ce qu'il est à part c'est le mal, c'est le tueur. Ensuite, j'en ai parlé évidemment sur ma vidéo vendredi 13. Nous avons Jason Voorhees, je suis jamais sûre de la prononciation du nom, mais le tueur de vendredi 13, où là encore, et lui il cumule. Il est défiguré et masqué. Parce que dans le premier film, alors pas le remake du premier film, vraiment le premier film, où on le voit vraiment juste une seconde, on voit un enfant qui est complètement défiguré en fait, que ce soit au niveau du crâne et du côté de la mâchoire. Et donc, comme il est absolument laid, voilà, il porte un masque de hockey pour se camoufler. Et donc, là encore, comme c'est un tueur plutôt silencieux, qui ne montre pas vraiment d'émotion, et qui, comme je l'ai dit, déjà petit avait une gueule de monstre, et adulte est carrément obligé de cacher sa gueule parce que justement il a une gueule de monstre, ce qui ne le rend pas plus rassurant d'avoir ce masque de hockey flippant, mais bon, ça c'est un autre détail. Là, on est encore dans le même délire, c'est-à-dire que le mal, c'est une figure, voilà, qui n'a pas vraiment de visage, c'est juste le mal, point. Un petit peu différent puisque lui n'a pas de masque, Freddy Krueger dans Les Griffes de la Nuit, qui donc n'a pas de masque, mais vu sa gueule, bon, ça revient à la même chose. Il est extrêmement défiguré, ses vêtements sont très très déchirés. Là encore, c'est une représentation du mal. En plus, il est lié au monde des cauchemars, ce qui en rajoute. Donc on n'a pas le masque, mais on reste dans cette idée que ça se voit que c'est un tueur. Là, on n'a pas trop de doute. Bon, Ghostface de la série Scream, je crois pas avoir grand chose à en dire dessus, même si à chaque fois c'est une personne différente, sous ce masque inspiré du tableau Le Cri de Munch. Bon, le fait que ce soit ce masque et une cape, c'est pareil. On a cette idée que pour être le tueur, il faut que ça se voit. Parce que la personne ne tue pas dans son apparence normale, elle enfile le costume. Donc, un tueur ne peut pas avoir une apparence humaine classique, il doit avoir une apparence flippante. Ensuite, on a les films Saw. Alors, dans Saw, le tueur n'a pas de masque. Mais en fait, il est représenté les 3/4 du temps, et je pense que quand je vous dis Saw, c'est à ça que vous pensez, c'est sa marionnette Billy, là, avec les spirales rouges. Donc là encore, le tueur est représenté par une figure non humaine, hein, et là pour le coup vraiment non humaine, puisque c'est une marionnette. Je pense que... Enfin, moi je vous avoue, j'ai pas vu ces genres de films, peut-être un jour, j'en sais rien, mais pour l'instant ça m'a pas attiré. Mais dans ma tête, je savais même pas qu'il y avait quelqu'un d'autre en fait. Dans ma tête, c'était cette marionnette. Je savais même pas imaginer qu'il y avait un gars derrière, quoi. Enfin, ça paraît logique, vous me direz, mais bon, j'avais pas réfléchi à ça, ok? Je suis un peu teubée des fois. Et allez, un petit dernier exemple pour la fin. Pinhead de Hellraiser. Lui, c'est le mec, vous savez, qui a les clous qui dépassent de tout son visage, là. Je pense que même si vous saviez pas d'où ça vient, vous le visualisez facilement. Vous avez forcément vu sa gueule quelque part. Et c'est pareil. Donc là encore, on a une figure de tueur très représentative d'un mal non humain qui, voilà, genre c'est visible que c'est un méchant et il n'y a pas de question à se poser, il n'est pas humain. Par rapport à la réalité, il faut savoir que pendant très longtemps, eh bien, les criminels et surtout ceux qui étaient des criminels très violents et des criminels en série étaient toujours dépeints comme des monstres. Et on allait même essayer de chercher dans les médias à trouver la photo où l'angle allait le mettre le moins en valeur possible et lui donner un air le plus flippant. Que ce soit parce que à ce moment-là sur la photo, il avait un regard un peu de côté ou un regard un peu sombre en plongée. Peu importe, mais il fallait qu'il ait l'air d'un monstre pour justement bien le séparer de la société. Genre, regardez,
Ça, c'est le visage du mal, ça se voit. On n'allait pas mettre une photo où le mec était en valeur, quoi, c'était pas le but, au contraire. En gros, fallait bien montrer à quel point c'est des anomalies de la nature, vous voyez, genre, c'est des monstres, ils sont horribles, ils sont pas normaux, ils sont pas comme nous. Et cette théorie, elle est vraiment réelle, puisque au 19e siècle, il y avait la théorie de Cesare Lombroso, je suis pas sûre de la prononciation, qui disait qu'il y avait forcément des traits physiques précis qui indiquaient qu'une personne était ou non un criminel violent. Donc il y avait des mesures de tour de crâne, des mesures, je sais pas moi, d'espacement entre les yeux, de la taille du nez, de la bouche, du menton. Ils cherchaient vraiment des traits spécifiques qui pouvaient expliquer que ces gens étaient le mal incarné, qu'on pouvait le voir sur eux, et que ça les différenciait des gens qui étaient des gens tout à fait normaux. Ça me fait un peu penser à l'idéologie dans laquelle il y avait la marque de la sorcière, donc quand il y avait la chasse aux sorcières, Salem, toutes ces choses-là, en fait, pour juger si une femme était ou non une sorcière, on l'allait chercher sur elle, la marque de la sorcière, qui pouvait être n'importe quoi, ok? Un grain de beauté, une tache de naissance, n'importe, en tout cas c'était censé se voir. Et bien évidemment, la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle on considérait que les Juifs avaient des traits physiques particuliers qui fait qu'on pouvait les repérer. Et d'ailleurs, dans ces deux cas-là aussi, les sorcières et les Juifs, c'était la population de méchants. Selon l'époque, mais du coup, voilà, on reste dans l'idée que le méchant, le mal, ben, il se voit. Voilà, tout simplement, c'est marqué sur votre gueule. Dans les années 90-2000, on a un léger changement. C'est-à-dire que, encore une fois, je vais vous faire une petite sélection de criminels, de tueurs de fiction qui étaient très représentatifs de cette époque. Mais en gros, on a un peu plus l'idée que les criminels sont humains, hein, par rapport à ce qu'on a vu avant. Ils sont moins défigurés, ils sont quand même un peu plus humanisés. Mais ça se voit quand même encore à la gueule qu'il y a un truc qui cloche chez eux, quoi. Dans Le Silence des Agneaux, là on n'en a pas un, mais on en a deux. C'est pas merveilleux, deux pour le prix d'un dans Le Silence des Agneaux, qui est un film d'ailleurs que j'adore. On a évidemment Hannibal Lecter, dont je reparlerai plus tard, qui est clairement flippant. Genre, si on le regarde comme ça vite fait, ok, il est humain, il a pas de masque, il n'y a pas spécialement de déformation, il n'y a pas de balafre ou quoi que ce soit, mais il a un truc qui est dérangeant. Vous voyez, genre, dans le regard, dans le sourire, il y a un truc. Vous voyez, c'est-à-dire que, oui, il est humain, mais on sait que le mec est pas bien. On voit qu'il est dérangé, c'est marqué sur sa gueule, quoi. Bon, et le deuxième, qui est Buffalo Bill, alors lui, c'est encore plus marqué, parce qu'il est clairement négligé, il a des façons de se mouvoir, cette espèce d'obsession pour le changement de son corps. Pareil, on voit que le mec, ça va pas, quoi. Donc là, dans ce film, Le Silence des Agneaux, on voit que les deux gars, ça se voit que c'est des criminels. Anton Chirgun, dans le film No Country for Old Men, là, c'est pareil, lui, c'est déjà avec sa coupe de cheveux qui est un peu bizarre, et son côté très inexpressif, vous voyez. Du coup, le fait de pas trop savoir ce qu'il pense, ben, tout de suite, ça fait un peu un truc un peu dérangeant, et on comprend que là encore, il y a un souci, quoi. Le mec, il est bizarre, on est censé être un peu plus expressif dans la vie. Voilà, faut bouger le visage, c'est bien aussi des fois. Donc là encore, il est tout à fait humain, mais ça se voit. Frank Booth, dans Blue Velvet, là c'est pareil, c'est dans son regard, le fait qu'il ait un regard quand même particulier,
qui soit souvent en sueur. On sent qu'il y a un malaise, un mal-être chez lui qui est anormal. Et du coup, pareil, on comprend. J'ai l'impression que je me répète sur ce que je dis, mais je vous cite des exemples. Donc c'est vrai qu'à part vous dire, là on comprend qu'il a la gueule de l'emploi, bon bah c'est un peu répétitif. Mais comme ça, vous avez plein d'exemples. Un autre avec un film, là encore, que j'adore, Jack dans The Shining, où là c'est pareil, au début, bon, ça va à peu près, et plus il devient fou et avec des envies meurtrières, plus son visage se déforme, entre grosses guillemets, mais on voit que les yeux, le sourire, je pense que là aussi, si vous n'avez pas vu le film, vous avez cette image qui vous viendra en tête. Here's Johnny. Et que vous avez forcément déjà vu. Clairement, ben ouais, c'est le mal qui s'affiche. On voit qu'il est devenu complètement fou. Voilà, et on se doute que c'est devenu un criminel et un meurtrier. Enfin, en tout cas, il essaie. Bon, j'en aurai d'autres, mais je vais pas vous faire non plus une liste de 50 000 films. Je pense que déjà, vous voyez un peu là où je veux en venir, c'est que à partir des années 90-2000, les criminels, peu importe le type de crime, sont humanisés. Mais même si ils ont une apparence humaine, on remarque quand même des traits physiques particuliers, que ce soit le regard, le sourire ou le fait d'avoir aucune expression, et aussi des fois dans les comportements, qui fait que même si ils ont l'air plus humains, il y a quand même encore cette distance entre le criminel et le spectateur. On ne peut pas s'identifier à ce genre de personnage. Ou alors vous êtes vraiment bizarre. Et il faut dire que depuis les années 60-90, et surtout les années 70, on a eu l'âge d'or des tueurs en série. Et c'est le moment où du coup on a commencé à répertorier les tueurs en série et à se rendre compte que il y en a qui avaient l'air de Monsieur Tout-le-Monde. Et si je vous cite, je sais pas, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, John Wayne Gacy, Richard Ramirez, je vais m'arrêter parce que sinon je vais vous en citer des tonnes, mais là on commence à se poser la question, à se dire c'est quand même bizarre, il y en a, ils avaient l'air normaux, mais on veut encore se distancer d'eux, on veut encore se dire non, moi non, rien à voir avec eux, ok, c'est pas moi, not all criminal. Mais vraiment on essayait encore de créer une distance, mais en même temps il y avait une réalité qui nous faisait se poser des questions. Et le pire exemple, celui qui a le plus choqué, c'est, je pense, Ted Bundy, où on a découvert un criminel en série horrible, mais qui avait un côté charmant, charismatique, souriant. Et là, on se dit, mais merde, en fait. Un tueur complètement taré peut ressembler à quelqu'un de normal, voire de charmant. Genre non, on veut pas ça, ok, on veut pas avoir de lien avec eux. Et là, ça bouleverse toutes nos pensées. Et du coup, c'est là qu'on s'est un peu plus intéressé à la psychologie du criminel, puisqu'on ne pouvait plus justifier les actes par leur apparence, en fait. Fallait se dire, il y a forcément quelque chose quand même, il y a forcément un souci. Mais il faut le trouver, parce que c'est pas normal. Il ressemble pas à un tueur, c'est pas normal, d'accord ? Et en fiction, ça s'est traduit par le fait que oui, les criminels avaient l'air un peu plus humains, mais que ça se voyait quand même que c'était des méchants. Faut dire que je pense que malgré le fait qu'on soit en train de se rendre compte que effectivement il y avait des tueurs qui avaient l'air tout à fait normaux, on n'était pas encore prêt à complètement accepter cette possibilité. Et j'ai l'impression qu'on ne l'est toujours pas, mais bon. Et donc du coup, il fallait encore quand même dans la fiction qu'on se dise non, on n'est pas prêt. On veut bien qu'ils aient l'air humains, mais il faut qu'ils aient des expressions ou des inexpressions qui fait qu'on le voit que c'est le méchant, d'accord ?
Et là, on arrive aux années plus récentes, donc 2010-2020, où on va se retrouver confronté à un nouveau type de criminels dans la fiction, c'est-à-dire des criminels plutôt charmants, beaux, voire même séduisants. Le premier exemple, ça va être Joe Goldberg dans la série You, interprété par Penn Badgley, qui est, ma foi, plutôt charmant. Et là aussi, on a un tueur en série, manipulateur, très dérangé. On peut même être amené à l'apprécier un peu, parce que quand on le voit comme ça, Joe Goldberg, c'est le petit ami parfait. C'est un mec qui est hyper à l'écoute, qui est hyper attentionné, qui va retenir absolument tout sur la fille qu'il aime, de son livre préféré, il va aussi apprendre tout sur ses amis, il va connaître son restaurant préféré, son plat préféré, la façon dont elle aime boire son café, enfin tout ce qu'il peut, il va le retenir. Donc il est là, il est charmant, il est drôle, enfin vraiment le mec parfait. Sauf qu'il est peut-être un petit peu trop parfait, puisqu'il est prêt à tout pour, à ses yeux, protéger sa relation, au point de tuer les personnes qui pourraient, à son sens, poser problème. Et s'il faut, si c'est plus possible, tuer sa petite amie. Voilà. Et ce qui fait vraiment peur chez lui, c'est que c'est un super bon manipulateur. J'ai jamais vu un mec manipuler autant une fille que ce gars-là. Il est trop fort. Et c'est super flippant, en fait. Et de voir l'homme idéal être en fait un tueur psychopathe. Et là, clairement, on a cette idée que c'est le mec comme nous, voire même pire, puisque je l'ai dit, c'est le petit ami idéal. Donc, c'est pas rassurant. Là, par rapport à ce qu'on peut en tirer, c'est pas rassurant du tout. Dexter Morgan dans 2 séries, Dexter, et j'ai oublié le nom de la deuxième, mais il n'y a qu'une seule saison, interprété par Michael C. Hall dans les 2 séries. Là encore, on a un tueur plutôt charmant, mais là, ce qui est particulier chez lui, c'est son travail, puisqu'il travaille dans la police judiciaire. Et en plus d'être un tueur, c'est un tueur gentil, puisqu'il ne s'attaque qu'à des criminels qui ont échappé à la justice par manque de preuves, par souci de procès, peu importe. En tout cas, c'est des gens qui sont coupables et qui ont réussi à passer entre les mailles du filet, et hop, Dexter les chope à la sortie. Et là, du coup, ça crée une ligne floue entre le bien et le mal, puisque, comme je l'ai dit, il rattrape des criminels qui auraient dû être condamnés, mais qui ne le sont pas. Et de notre côté, ça fait nous poser pas mal de questions sur la justice et sur ce qu'on devrait faire de criminels. Où on sait que c'est des criminels, mais juste qu'ils ont réussi à s'échapper par tel ou tel moyen. Et en plus, ce code que lui a enseigné son père adoptif, qui était lui-même flic, et qui est la raison pour laquelle il ne tue que des criminels d'une certaine façon, si son père adoptif ne lui avait pas appris ce code, qui l'oblige à ne tuer que des criminels, il aurait quand même été un tueur en série, en fait. Ça n'aurait rien changé. C'est juste que, comme son beau-père était lui-même flic, il a, on va dire, pas canalisé, dirigé le mal présent chez Dexter, il l'a dirigé vers les criminels plutôt que vers des gens lambda, mais Dexter, ça aurait été un tueur en série de toute façon. Patrick Bateman de American Psycho, interprété par Christian Bale, c'est un tueur, mais c'est un homme beau, riche, charmant, qui du coup a plein de pouvoirs et qui pourtant est complètement psychotique. Et ce type de personnage, ça montre que derrière des gens admirables, peut en fait se cacher un monstre. Et là, ça reflète une anxiété très contemporaine, qui est que derrière des personnes admirées qui semblent avoir réussi, peut se cacher des monstres. Et là, évidemment, je pense à l'affaire Depardieu,
ou l'affaire Epstein, où on a deux personnes qui semblaient avoir tout réussi dans la vie, qui étaient admirées pour telle ou telle raison, et on s'est rendu compte de la réalité. Alors là, je suis obligée de prendre mes notes parce que le titre de ce film, je n'arrive jamais à le retenir. Donc, c'est sur Ted Bundy et le film, c'est Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, j'espère même que ça se prononce comme ça, dans lequel Ted Bundy est interprété par Zac Efron. Zac Efron qui n'est quand même pas n'importe qui, puisqu'il était le chouchou des demoiselles, le mec le plus beau gosse dans High School Musical. This could be the start of something new. Et donc là, Ted Bundy, c'était un vrai tueur qui a vraiment existé et qui était réellement connu pour être plutôt beau, plutôt charmant, attirant, séduisant. Et c'était même assez dérangeant parce que pendant son procès, et d'ailleurs le film Extremely machin chose est centré en grande partie sur son procès, et on voit au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes, de jeunes filles qui viennent, qui rigolent aux blagues de Ted Bundy. Voilà, des groupies en fait si vous voulez, mais des groupies d'un tueur en série. Là ça fait se poser beaucoup de questions quand même. Et je précise que c'est réellement ce qui s'est passé. Le procès de Ted Bundy a été filmé, donc on sait de sources sûres qu'il y avait réellement des groupies qui venaient assister à son procès. Là, ça fait vraiment se poser des questions parce que, en plus d'avoir l'air tout à fait normal, Ted Bundy, il était même tout à fait séduisant, charmeur, et en même temps, c'est avec ça qu'il a fait pour avoir autant de victimes. Il a utilisé son charme, tout ça. La saison 1 de Monstre, qui était sur Jeffrey Dahmer. Je ne vais parler que de la saison 1, pour la simple et bonne raison que la saison 2 vient que de sortir. Donc je veux pas forcément trop spoil les gens qui n'ont pas eu le temps de la voir. Mais la saison 1 était sur le tueur Jeffrey Dahmer. Donc là on est sur la même idée que l'exemple précédent sur Ted Bundy, puisque Jeffrey Dahmer est un réel tueur en série qui a existé et qui est encore une fois joué par un acteur, ma foi, plutôt pas trop mal, Evan Peters. Et Jeffrey Dahmer était lui aussi un tueur plutôt charmant, même si plus discret quand même que Ted Bundy. Après, c'est possible que ce soit dû au fait qu'il était homosexuel et qu'à l'époque, c'était pas très très bien vu, mais pour trouver des victimes, il sortait dans des bars gays et il utilisait forcément un minimum ses charmes pour pouvoir ramener un homme chez lui. Et c'était un homme qui, au premier abord, semblait parfaitement intégré dans la société, puisque, bon, après que sa grand-mère l'ait foutu à la porte, il avait son propre appartement, il travaillait, et donc, comme j'ai dit, il sortait dans des bars gays, séduisait des hommes qui lui plaisaient, les ramenait chez lui, et après c'est glauque. Et pour dire à quel point c'était quelqu'un qui n'avait pas la tête de l'emploi, le 21 mai 91, il s'est passé un truc, mais de dingue. Dahmer, il a ramené le jeune Conrad, seulement âgé de 14 ans, chez lui, et il le drogue. Ça, c'était sa technique, voilà. Sauf que le gamin, il réussit à s'échapper, il se retrouve dans la rue, il est complètement déboussolé, puisqu'il est complètement drogué, il est pas bien et tout, et donc il y a des passants qui le voient, qui appellent la police. La police débarque, et Dahmer n'a eu aucun souci à expliquer à la police que non mais c'est mon petit copain, il a 19 ans, le gamin en a 14, et c'est juste que voilà, il est un peu complètement sous, voilà. Et la police a aidé Dahmer à ramener le gamin dans l'appartement. Ils ont dit qu'il y avait une odeur particulière dans cet appart, et en effet, puisqu'il y avait un cadavre en décomposition dans la pièce à côté, mais ils ont pas cherché plus loin.
Non, non, juste ils ont ramené le gamin chez Dahmer et voilà quoi. Ensuite, je l'ai dit rapidement, si vous vous rappelez, on va revenir sur Hannibal Lecter, mais cette fois-ci, pas dans l'un des films, mais dans la série Hannibal. Dans la série Hannibal, c'est Mads Mikkelsen, encore un homme très charmant, qui interprète le rôle de Hannibal, qui est cannibale. Wouah, ça se ressemble. Et là, on a un homme charmant, cultivé, bien sur lui, qui gère les bonnes manières, qui sait se tenir, qui sait recevoir ses convives, un homme très classe, très distingué, et qui, encore une fois, est un tueur qui choisit des victimes, les tue et en fait des repas. Voilà. Un peu taré, en fait, mais qui se cache derrière un homme parfaitement adapté à la société, et même plus que ça, à la société haut de gamme. Et ça fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des personnages de tueurs, de criminels, comme Joe Goldberg, comme Dexter, qui sont des personnes tout à fait intégrées dans la société, tout à fait charmants, voire même séduisants. Et du coup, la frontière entre le bien et le mal, elle est complètement brouillée. C'est pas comme les films précédents où c'était marqué sur la gueule du tueur que c'était un criminel. Là, c'est pas du tout marqué, on ne s'en rend pas compte. Et du coup, on peut se retrouver attaché à ces personnages. Et là, ça devient beaucoup plus complexe de se dire que derrière une personne qu'on apprécie peut se cacher un monstre. Et pour le coup, la série de Ryan Murphy le montre très bien, parce qu'il a choisi deux affaires, donc l'affaire Jeffrey Dahmer et l'affaire des frères Menendez, dans lesquelles les tueurs avaient l'air sympathiques, avaient l'air de gens normaux, vous voyez, des gens où on n'aurait jamais imaginé ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils allaient faire. Et surtout, dans les deux cas, ce sont des tueurs physiquement charmants, physiquement plutôt beaux. Et d'ailleurs, je vous avoue, quand ils ont annoncé que c'était sûr qu'il y allait avoir la saison 2 de Monstres, je me suis vraiment demandé sur qui ça allait tomber, puisque j'étais sûre que ça allait tomber sur un cas où les tueurs sont physiquement charmants. Donc, je me suis dit, sur qui ça va être? Genre, j'ai commencé à avoir des petites théories. J'avais pensé à Richard Ramirez. J'avais pensé au couple Paul Bernardo et Clara Homolka. J'avais pensé à Paul John Knowles, ou à la limite Ted Bundy, mais sachant qu'il a été interprété il n'y a pas si longtemps par Zac Efron, j'étais pas sûre. Mais bon, là, c'est que la saison 2. À voir ce qu'il va choisir pour la saison 3. J'aimerais bien Richard Ramirez, je vous avoue. Mais on verra. D'ailleurs, si vous avez des théories, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Du coup, pour conclure, je vais faire un résumé un petit peu de ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on a commencé, que ce soit dans la réalité ou dans la fiction, à déshumaniser totalement la figure du criminel et du tueur. Que ce soit en lui mettant un masque ou en le rendant défiguré, ou un petit peu après le rendant, ok, un peu plus humain, mais où ça se voyait quand même que c'était des criminels, ça nous permettait de créer une distance entre eux et nous. Le fait de pouvoir identifier les criminels, ça avait aussi un côté rassurant pour la société, puisque, ok, le fait de pouvoir savoir qu'une personne est dangereuse dès qu'on la rencontre, dès qu'on la croise et tout, c'est rassurant, vous voyez. Mais d'un autre côté, ça posait des problèmes parce que quand il y avait des procès, que ce soit pour meurtre, que ce soit pour V, et encore plus pour V d'ailleurs, on allait dire que non, ça se voit que c'est pas quelqu'un de dangereux. Et pour V, c'est-à-dire que on s'imaginait vraiment que le VR
c'était un homme sombre, moche, caché derrière un mur, tapi dans le noir, qui attend que sa proie, en mini-jupe évidemment, et un peu ivre, s'approche en titubant afin de se jeter sur elle et de l'attaquer. Sauf que, ben non. Et le fait que dans la fiction, aujourd'hui, il y ait une évolution de la figure du criminel, ça montre quand même qu'il y a aussi une évolution de la perception du criminel dans la société. Les criminels, on se rend compte que c'est pas juste des monstres ou des anomalies. Que ce soit dans la réalité ou dans la fiction, on a cette barrière entre le bien et le mal, cette barrière entre eux et nous, entre les criminels et les gens normaux, les citoyens lambda, ben, cette barrière, elle est en train de se flouter de plus en plus. Bien sûr, on continue d'essayer de se rassurer en se disant que s'il n'y a pas une raison physique qui prouve que ces gens sont des tueurs, ok, ça ne se voit pas, ben, on va chercher une raison psychologique, alors même que tous les tueurs qui ont été considérés comme tueurs en série dans l'histoire n'ont aucune pathologie psychique, hein. Ils ont tous subi des interrogatoires de psy et tout, il n'y a rien, ok. Mais bon, on continue de chercher, il faut qu'il y ait un truc. Parce que oui, ils peuvent avoir l'apparence de monsieur tout le monde, voire être charmant et séduisant, mais c'est quelque chose qu'on a un petit peu de mal à accepter. Et c'est tout à fait compréhensible, mais voilà, c'est encore difficile d'accepter complètement le fait que un criminel peut être une personne tout à fait lambda et tout à fait intégrée à la société. Et il y a un début de prise de conscience comme quoi le mal, c'est pas une sorte de puissance surnaturelle, ignoble, nanana, mais qu'en fait, ben le mal, il peut être en chacun de nous. Même là, vous voyez, genre je suis en train de vous faire une vidéo, je suis apprêtée, je suis maquillée, j'ai mon petit chat, qu'est-ce qui vous dit que j'ai pas quelqu'un dans ma cave? Rien. Mais en vrai, cette transformation dans laquelle le criminel devient monsieur tout le monde, ben c'est grave plus effrayant que de se dire que c'est un monstre. Ce que ça veut dire que tous les gens qui sont autour de nous, ben en fait, ils peuvent faire des choses horribles sans qu'on le sache. On peut manger avec eux, on peut discuter avec eux, et si ça se trouve, ils sont horribles, en fait. Et c'est clairement ce qu'on voit dans l'affaire de Gisèle Pelicot, puisque les accusés sont des hommes âgés, je crois, de 26 à 73 ans, de tous milieux sociaux, de toutes origines, de tout type de métier. Oui, il y en a qui ont déjà été accusés de violence conjugale, mais pas tous. Et vous savez, il y a un petit peu ce classique, la fameuse phrase du « je comprends pas, c'était un bon voisin » ou « je comprends pas, c'était un bon père de famille » qui, du coup, fait vraiment se dire « mais en fait, le mal, il peut être partout ». Le criminel, et je dis bien « le » parce que la majorité des criminels sont des hommes et la majorité des figures que j'ai évoquées sont des hommes, voilà. Mais en gros, le criminel, ça peut être votre père, votre frère, votre petit ami, votre voisin, votre patron, votre prof, votre collègue de travail, votre médecin. Et cette réalité qui est vraiment mise en valeur par le procès de l'affaire Gisèle Pelicot, elle est dure à encaisser, très clairement. Mais c'est une vérité qu'il faut entendre, c'est une vérité qu'il faut accepter. Non, le mal n'est pas une figure diabolique, de monstre, soit masqué, soit défiguré, soit ça se voit dans son regard, dans son sourire. Je dis pas qu'il y en a pas, mais la grande majorité, ce sont des gens tout à fait lambda, comme vous et moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu sur la question de l'évolution de la figure du mal et du monstre et du criminel. J'ai pas donné tous les exemples, hein, j'ai essayé de rester sur les plus connus, voilà.
J'espère quand même que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas du tout d'accord avec moi. J'ai fait une généralité. Bien sûr que dans des films récents, on peut avoir des tueurs masqués, hein. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la majorité des cas, les tueurs étaient comme ça dans les années 80-90. Après, ils étaient humains mais flippants. Et plus récemment, ils ont l'air normaux, voire charmants. Mais voilà, c'est une majorité, il y a toujours des cas particuliers. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker, tout ça, à me retrouver sur mes autres réseaux. Tous les liens sont en description. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Welcome to my world, it's a crazy place.